Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo dédiée au discours du sensoriel. Donc c'est une vidéo qui est un cours d'appoint pour le cours que je donne en Master 2 à l'Université de Bourgogne à Dijon. Donc cours pour les germanistes du Master LEAK en deuxième année, qui traite justement des différents discours du sensoriel. Et j'en profite pour vous proposer une vidéo dérivée euh, pour les personnes qui ont l'habitude de regarder ma chaîne YouTube et pour les étudiants, euh, des vidéos d'explications sur les notions qui pourraient être intéressantes pour leurs travaux. Donc dans cette série de vidéos, il y aura trois grandes parties divisées en plusieurs chapitres, on va dire. Dans cette première partie qui va poser les bases, on aura par exemple 3 chapitres, et puis on verra ensuite pour les 2 parties suivantes. Donc il s'agit de développer un cadre théorique, méthodologique, qu'on va appeler l'analyse cognitive de discours, qui se distingue de l'analyse de discours traditionnelle par son approche cognitive et par tout un tas de fondements théoriques qui vont diverger. Et c'est ce qui impose en fait de déployer un nouveau cadre, un nouvel intitulé, pour ne pas confondre l'analyse de discours à la française traditionnelle et ce modèle de l'analyse cognitive de discours. Tout au long de ces vidéos, je vais tracer une esquisse. Je vais essayer de vous donner l'idée d'une approche fonctionnelle cognitive. Pour ceux qui veulent aller plus loin ou qui ont du mal à imaginer ce qui se cache derrière le groupe nominal approche fonctionnelle cognitive, je vous renvoie aux différentes vidéos que j'ai postées sur cette chaîne YouTube et qui traitent des notions de linguistique fonctionnelle cognitive. Et donc, cette approche fonctionnelle cognitive sous-jacente à l'analyse cognitive de discours va être exemplifiée à travers différentes études de cas qui ont trait au discours de la gastronomie et de l'œnologie et au discours du sensoriel de façon plus générale, puisque c'est la thématique du master LEAK et un des grands axes de recherche et d'enseignement de l'Université de Bourgogne. Donc dans cette première vidéo, dans cette première partie, on va travailler tout ce qui relève de la sémantique cognitive. Donc on va voir dans un premier temps la notion fondamentale de catégorie. Les êtres humains catégorisent le monde et c'est comme cela qu'ils peuvent lui donner du sens. En faisant cela, on va se rendre compte que les catégories donc, régissent la cognition humaine et régissent en fait l'ensemble de nos processus et de nos mécanismes cognitifs, y compris la langue, la parole. Donc ça nous amènera dans un deuxième temps à travailler la notion de frames, qui sont des catégories cognitives qui nous permettent d'encapsuler nos connaissances. Et puis, on parlera de construction, là encore, des catégories à l'interface entre conceptualisation et linguistique. Ce sont ces constructions qui nous permettent de mettre en mots nos connaissances et donc d'échanger entre individus à partir de connaissances plus ou moins similaires, en tout cas de conventions partagées qui permettent d'organiser des catégories entre elles et de produire du langage. Donc dans cette première vidéo, dans ce premier chapitre de la première partie, on va parler catégorie, prototype, structure radiale et essentiellement d'expérience. Avant d'en arriver à la linguistique moderne, à la psychologie moderne, qui sont en fait deux sciences qui ont su prendre un tournant cognitif et s'extraire en fait de la matérialité de ce qu'elles étudient. Pour la linguistique, c'est clairement sortir des mots et des phrases pour d'abord s'intéresser au texte et puis ensuite s'intéresser à la cognition.
il y a eu tout un mouvement, d'abord philosophique, et puis ensuite psychologique, linguistique, qui était logique. Donc, on va appeler ça la sémantique logique. On peut appeler ça la sémantique vériconditionnelle, la sémantique objectiviste. De façon un peu provocative, j'ai résumé cela sous le nom de sémantique IKEA. C'est un petit jeu de mots puisque nombre de professeurs et de chercheurs expliquent cette sémantique à partir de l'exemple de la chaise, des exemples de la chaise, du fauteuil, du tabouret que vous voyez reproduit juste en dessous, et qui est tiré en fait d'une analyse du linguiste Pottier à propos du champ lexical de siège. Et on se rend compte qu'une chaise, c'est un objet qui a un dossier, qui a des pieds, qui est faite pour une personne, un objet sur lequel on peut s'asseoir, mais qui n'a pas de bras et qui est fait avec un matériau rigide. Donc si on coche ces différentes conditions, on a une chaise. D'accord ? Si on a un dossier, que cet objet a des pieds, que c'est pour une personne, qu'on peut s'asseoir sur cet objet, qu'il est fait à partir de matériaux rigides et qu'en plus il a des bras, donc c'est un fauteuil. S'il n'a pas de bras, c'est une chaise. S'il n'a pas de bras et qu'il n'a pas de dossier, c'est un tabouret, etc. On va appeler ces éléments des conditions nécessaires et suffisantes. Il est nécessaire qu'une chaise ait un dossier, et si elle a un dossier et toutes les autres conditions, c'est suffisant pour dire que c'est une chaise. Donc ça marche très bien en théorie, ça marche pour un certain nombre d'objets, et pour d'autres, ça marche moins bien. Et là, il suffit pas d'aller chercher bien loin. On peut continuer de reprendre l'idée de Ikea et d'ouvrir le catalogue de la marque. Et on se rend compte qu'il y a tout un tas d'objets qui ne rentrent pas tout à fait dans le cadre. Donc on peut prendre le premier objet ici. On a des bras, on peut s'asseoir dessus, c'est pour une personne, mais c'est pas rigide. Pourtant ça a l'air bien d'être un fauteuil. Donc qu'est-ce qu'on en fait ? On prend ces tabourets ou ces fauteuils de bar, il mélange un petit peu tout, toutes les conditions nécessaires et suffisantes. Donc qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que ce sont des chaises, des tabourets, des fauteuils ? On ne sait pas. Et qu'est-ce qu'on fait de ces objets à droite qui n'entrent dans aucune case et en même temps qui entrent dans toutes les cases ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'approche de Pottier avec les conditions nécessaires et suffisantes ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne même pas pour des objets concrets, réels. Et pour autant, ces objets, ils existent, on peut en parler. Toutes les personnes qui ne sont pas linguistes, qui ne s'intéressent pas à la langue, n'ont aucun problème à dénommer ces éléments-là. Ça ne pose aucun problème. Donc ça veut dire que les outils analytiques et empiriques, qui sont les prémices d'une théorie de la cognition, ne fonctionnent pas. Et en réalité, c'est toute une approche philosophique de la cognition et de la langue qu'il va falloir revoir. Et donc arrêter de penser la cognition et l'humain en termes objectivistes pour passer à une approche constructiviste, une approche expérientielle. Là, je reprends l'argumentation du linguiste et sémanticien Georges Kleber, je lis. Le monde ne préexisterait pas au discours, peu importe maintenant ce que signifie vraiment le discours. Donc le monde ne préexisterait pas au discours, les entités et les choses que l'on y place n'auraient pas cette existence indépendante objective que leur reconnaît la représentation classique de la relation de référence. On parle ici de la stricte relation langue-monde. L'objectivisme ne serait qu'un mythe, et il serait erroné de penser que le monde est constitué d'objets, que ces objets possèdent des qualités, propriétés intrinsèques, indépendantes des hommes. Nous n'avons pas accès au monde tel qu'il est. Nous ne pouvons pas savoir quel est le monde objectif ou quelle est vraiment la réalité.
Ce n'est pas comme le rappellent les leçons de la Gestalt théorie, qu'un monde perçu, une image du monde, un monde expérimenté, interprété, façonné, que nous appréhendons. Nous ne pouvons pas dire le monde tel qu'il est en soi, mais seulement tel qu'il est ou paraît être pour nous. Donc la chaise n'existe que parce qu'il y a des hommes, et que parce que des hommes voient en cet objet une chaise. Et que toutes les qualités qui lui sont associées sont des éléments fixés par les hommes, construits par l'expérience, par des individus, puis transmis de génération en génération. Donc il faut voir la langue et le monde par le prisme de la cognition humaine, et ne pas penser que ces éléments existent dans la nature tout seuls, et ne surtout pas penser qu'une chaise, c'est qu'elle est une chaise parce que elle répond à un certain nombre de conditions. Ça n'aurait d'ailleurs pas de sens. Donc, des chercheurs se sont rendus compte de ces éléments-là en travaillant d'abord à partir de couleurs, mais on va passer cette étape-là, et on va arriver tout de suite au résultat. Résultat donc de Eleanor Roche en 1975, qui trouve que pour un certain nombre d'éléments, on peut identifier des éléments qui sont idéaux, des éléments qui ont tendance à revenir le plus souvent. Elle va appeler ça le prototype. Donc le prototype est le représentant idéal d'une catégorie, où catégorie est en fait un ensemble d'éléments similaires. On va essayer de définir un peu plus ce qu'est le prototype. Le prototype dispose du plus grand nombre de traits identitaires d'une classe, donc du groupe d'éléments similaires, et les autres instances de ce groupe ont moins de traits identitaires. Ils sont donc plus éloignés du prototype. Donc le prototype serait au centre, et plus on s'éloigne du prototype, plus moins on est idéal pour la catégorie. On prend un exemple, si je dis une boisson sucrée non alcoolisée, il y a de fortes chances que en face, vous répondiez « Ah, on a un coca ». Si je dis une boisson alcoolisée, fermentée à partir de fruits, on peut penser que la réponse majoritaire sera du vin. Précisément parce que le coca et le vin sont les représentants prototypiques de leur catégorie. Si je dis une Formule 1, il y a tendance, en tout cas un peu au doigt mouillé, que la réponse soit la voiture qu'on voit ici en bas, plutôt rouge, et qui fait référence à la Ferrari. Pourquoi ? Parce que dans l'imaginaire, dans l'expérience commune, c'est ancré cet objet, et qu'à partir de cet objet, on a construit une catégorie autour. De telle manière que la catégorie est dépendante du prototype et le prototype dépendant de la catégorie. Alors je ne vais pas vous lire toute cette définition proposée par George Lakoff, parce qu'elle reprend en fait ce que je viens de dire et l'exploite un petit peu. Je vous laisse lire tout seul si ça vous intéresse, et je passe aux commentaires avec les exemples, ce sera plus parlant. Voilà, on reprend. Donc on a notre idée d'une catégorie qui est une structure cognitive, on est bien au niveau de la cognition, là, qui organise un groupe d'objets similaires. On l'a vu avec la Formule 1, avec les boissons. Au centre se trouve le prototype, le représentant idéal, et d'autres représentants du groupe s'éloignent plus ou moins du représentant idéal sous forme d'une structure radiale. Et tous sont liés par la catégorie. La catégorie, le fait d'appartenir à la catégorie, organise les éléments de la catégorie. Donc, si je prends un exemple, ici la catégorie vélo, on va avoir au centre une représentation idéale de la catégorie par le prototype, et plus on va s'éloigner du prototype,
moins la représentation sera idéale. Et on va arriver à des exemples comme ceux-là, qui sont à la marge, qui sont à la limite d'être catégorisés comme étant un vélo. Donc on a bien une structure radiale, on peut parler d'un continuum entre ce qui est prototypique, disons même ce qui est plutôt prototypique, et ce qui est plutôt non prototypique. Et là, on va voir quelque chose qui est presque un vélo, mais qui ne l'est pas tout à fait, qui pourrait être une moto, mais ça n'est pas vraiment une moto. Mais comme cet objet partage plus de traits identitaires de la catégorie vélo que de la catégorie moto, on va avoir tendance à le qualifier comme étant un vélo parce qu'on n'a pas d'autre, on n'a pas de meilleur terme pour le désigner. Donc on va faire un choix personnel, individuel, qui va être plutôt systématique. On va quand même avoir tendance tous à plutôt imaginer que c'est un vélo parce qu'il n'y a pas de moteur, parce qu'il y a un certain nombre de traits identitaires qui nous font penser au vélo. Mais en même temps, on va être gêné parce que c'est pas vraiment l'image qu'on a du vélo. Et tout ça, tous ces éléments-là, sont des éléments psychologiques au niveau individuel, mais puisque tous les individus d'une communauté ont des expériences similaires, connaissent des objets similaires, on va tous avoir des catégories plus ou moins proches. Et donc c'est comme cela qu'on va réussir à créer un stock de catégories plus ou moins similaires, partagées par les individus d'une communauté. Et donc si on sort de cette communauté et qu'on entre dans une autre communauté où des individus ont des expériences différentes et des objets différents, on va avoir du mal à se comprendre puisque précisément ces catégories ne correspondent plus tout à fait. Et les représentations que l'on a des objets et des catégories vont également varier. Alors si les communautés sont plutôt proches, par exemple, je sais pas, le nord de la France et le sud de la France, bon, ça va plutôt quand même bien fonctionner. Si on prend comme point de comparaison un occidental européen plutôt riche qui discute avec un indigène d'une communauté dans l'Amazonie, en Amazonie, il y a de fortes chances qu'ils ne se comprennent pas bien, puisque les expériences sont trop éloignées et les objets beaucoup trop éloignés les uns des autres. Donc si on affine cette idée de catégorie radiale, on peut mettre en évidence que chaque élément d'une catégorie est lui-même une catégorie et qui peut lui-même structurer structuré par d'autres éléments qui sont eux-mêmes des catégories, etc., etc., etc. Donc, si on prend l'exemple du logement, on a en catégorie générale le logement. Un type de logement est un appartement, un autre type de logement est une maison. Et ensuite, on peut affiner. Une maison, ça peut être une villa, ça peut être une cabane, un chalet, un igloo. Et on se rend compte que ces éléments-là sont compris dans la représentation que l'on a de la maison, mais pour un occidental, la villa, la cabane, le chalet est plus proche de la représentation idéale que ne l'est l'igloo. Mais cela, bien sûr, est variable puisque pour d'autres peuples, l'igloo est plus proche de la représentation idéale de la maison que ne l'est un tipi ou une villa. Donc tout cela est à avoir en tête lorsque l'on analyse le langage et lorsque l'on analyse les représentations de chaque communauté pour ne pas surinterpréter des différences qui ne sont au final que des éléments basiques de la cognition. Donc là, je vous remets une citation de George Lakoff qui réexplique ces éléments-là. Ce qu'il faut retenir,
c'est que les catégories, les représentants des catégories sont des conventions. Donc euh, les catégories sont l'expression de routines sociales qui se sont formalisées d'une certaine manière et qui ont été conceptualisées. Donc les catégories et les composantes des catégories, ou les composants des catégories, sont des structures cognitives multidimensionnelles. Euh, Jusqu'alors, j'ai travaillé avec des mots. Dans cet exemple-là, ce sont des mots. Là, ce sont des images. Ça fonctionne très bien. On peut imaginer que ce soit la même chose pour des odeurs, pour des couleurs, etc. Et donc, ces structures cognitives multidimensionnelles sont motivées par l'expérience du monde et aident les individus à comprendre leur monde, ou si on veut être beaucoup plus précis, les catégories aident les gens à comprendre ou à donner du sens à la perception individuelle qu'ils ont du monde phénoménal dans lequel ils vivent. Un petit point sur l'adjectif phénoménal, qu'on va détailler juste après. Lorsque je parle de monde phénoménal, je parle du monde tel que les individus humains le perçoivent, et pas du monde tel qu'il est censé l'être pour tout le monde. Et en réalité, on ne sait pas ce qu'est le monde, on ne sait que ce qu'est le monde d'un point de vue humain. Et les chats, les chiens, euh, les dauphins ont une image du monde, ont une compréhension du monde qui est la leur, mais qui est différente des humains. Non pas parce qu'ils sont différents des humains physiquement ou parce qu'ils vivent dans des endroits différents de là où vivent les humains, simplement parce que les systèmes cognitifs et leur façon d'expériencer le monde n'est pas identique à la façon dont nous vivons dans notre monde. Donc de facto, la perception que nous avons du monde est profondément humaine et nous ne pouvons pas savoir ce qu'est le monde objectif. On peut éventuellement dire que le monde est fait d'atomes, qu'il y a des molécules chimiques, etc. etc. Mais tout ça, c'est des représentations humaines de phénomènes que nous croyons objectifs. C'est pas forcément objectif per se. Donc, on voit bien qu'on peut vite dériver dans des discussions philosophiques complexes, donc on va pas le faire là, mais j'espère que déjà là, vous comprenez qu'un certain nombre de choses que l'on nous apprend et que nous croyons être raisonnables et objectifs et valants pour tout le temps, tous ces éléments-là sont peut-être pas forcément aussi vrais, aussi justes, aussi objectifs que ce que l'on pense. Peut-être même que c'est le contraire. Donc c'est toujours à avoir en tête, surtout quand on fait des études en sciences humaines. En introduction, j'ai dit que les catégories structuraient la cognition humaine. Donc on le voit bien avec ces exemples-là, les catégories que nous avons en tête nous permettent de donner du sens et de comprendre ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous finalement percevons. On s'est rendu compte que non seulement ça a influencé notre réaction psychologique face au monde, mais ça influence également notre façon de nous exprimer. Donc on a là un point d'articulation entre psychologique et linguistique à partir de la cognition qu'on va appeler incarnée au sens de embodied. C'est-à-dire que c'est une cognition qui est reliée au monde dans lequel on vit et ce lien entre la cognition et le monde dans lequel on vit est réalisé par le corps. Donc ça, je l'ai expliqué de façon un peu allusive au début, lorsque je disais que lorsque nous voyons le monde, nous le voyons à travers nos yeux d'humain, et donc les yeux d'un chat, le système visuel du chat ne lui permet pas de voir le monde tel que le voit le système visuel, ou tel que le perçoit le système visuel humain.
Et l'inverse est tout à fait vrai aussi. Le système visuel humain ne permet pas de voir le monde tel que le système visuel du chat le lui permet. Donc là, il faut bien voir que, l'espèce humaine n'est pas au-dessus des autres espèces, ou qu'on essaierait de classer les espèces selon leur capacité physique ou non. Pas du tout. L'idée est de montrer que chaque espèce dispose de ses capteurs sensoriels, de sa façon de vivre, et qu'elle l'a développé pour ses besoins, en faire état, comprendre pourquoi et comment, et ça s'arrête là. Et il n'y a pas besoin de classer, parce que ça n'aurait aucun sens. On dit bien qu'on ce serait tout à fait stupide, par exemple, de comparer, reprenons l'exemple du vélo, une performance à vélo avec une performance de Formule 1, puisque ce ne sont pas les mêmes objets. Tout simplement parce qu'un a un moteur et l'autre n'en a pas. Et là, c'est exactement la même chose pour les différentes espèces qui peuplent la planète. Je reviens maintenant à l'idée que la langue est faite de catégories linguistiques. Alors, il y a deux éléments. D'abord, on peut apercevoir qu'il y a des éléments physiques, matériels, qui prouvent que on raisonne bien en catégories. Lorsqu'on est francophone et qu'on va à l'école, on nous apprend que d'abord qu'il y a dans la grammaire du français des verbes qui relèvent du premier groupe. Le premier groupe est constitué des verbes qui ont une terminaison avec ER, et que par ce morphème-là, on classe ensuite différents verbes, et on nous apprend qu'ils sont réguliers. Par exemple, chanter devient je chante, je chantais, je chanterai, avec X, c'est plutôt prototypique. Mais en même temps, un verbe comme aller qui finit avec ER, ça ne fonctionne pas, puisqu'on va pas dire j'alle, mais on va dire je vais. Pour j'allais, c'est régulier, mais on ne dira pas j'allerai, on dira j'irai. Donc, ce verbe-là est plutôt non prototypique. D'accord? Il suit un certain nombre de traits identitaires des verbes du premier groupe, par exemple j'allais, mais il ne suit pas d'autres traits. Donc il est plutôt à la marge des verbes du premier groupe, et chanter serait le prototype. Ça, c'est pour la forme, parce qu'au niveau du sens, c'est tout à fait identique. Il n'y a pas de variation du tout. Donc là, on est au niveau formel. Au niveau du sens, on peut prendre deux exemples. On peut dire qu'un avion est fait de fibres de carbone. Ça, c'est plutôt prototypique. On s'imagine bien que l'avion est fait de fibres de carbone. Il suffit d'aller dans un aéroport. Si on dit qu'un avion est fait de bois, là on s'éloigne du prototype. C'est encore possible, mais c'est pas forcément l'idée qu'on se fait de l'avion. Et si on dit un avion est fait de coton, là on est tout à fait à la marge. Et si vous faites lire un texte à des enfants en particulier, ou à n'importe qui, et que dans ce texte qu'ils lisent, il y a un moment, on a une phrase qui est du type un avion, ou cet avion est fait de coton, il est fort probable que la personne qui lit ça, en plus si elle le lit à haute voix, bute. Et pourquoi elle bute? Justement parce que la valeur attendue diffère de la valeur actualisée. Donc le fait qu'un avion soit en coton nous pose problème, précisément parce qu'on est trop loin par rapport au prototype. Ces ensembles-là sont des constructions entre un certain formalisme, un certain sens, et une représentation du monde. Une idée que l'on se fait du monde. Et le fait de coupler un sens,
une forme à un concept qui va être dont la relation va être symbolique, est une convention sociale établie par les individus d'une communauté au fur et à mesure que la communauté s'est développée dans le temps. Donc c'est pour cela que on se comprend, parce que on possède tous un stock de catégories conventionnelles et nous les partageons, nous nous comprenons. Hop, on va passer à la slide suivante. Voilà. Et lorsque je dis tout cela, lorsque je parle de catégories, de cognition incarnée, de catégories, de prototypes, de liens entre l'expérience et la catégorie, il me faut alors convenir que je suis dans un cadre théorique phénoménologique. Donc, la phénoménologie est l'école de pensée philosophique la plus récente, pas forcément partagée, mais en tout cas la plus récente, et celle qui se rapproche le plus de la réalité cognitive. Là, je vais prendre le temps quand même de vous lire l'exemple de Merleau-Ponty, hein, puisque ça résume tout à fait mon argumentation jusqu'ici, et surtout fait le lien avec le sensoriel. Lorsque je dis la table verte, je n'ai pas besoin de voir une table verte pour comprendre cette phrase, pour en saisir le sens. Le sens, la signification n'est donc pas un objet dans le monde, il est immanent à la proposition. Si maintenant je vois la table verte en question, l'expression se remplit et on aperçoit que le sens était comme une visée d'un certain objet du monde, la table verte, que la perception me donne vraiment en personne. La fusion de l'âme et du corps dans l'acte, la sublimation de l'existence biologique en existence personnelle, du monde naturel en monde culturel, est rendue à la fois possible et précaire par la structure temporelle de notre expérience. Donc, que nous dit Merleau-Ponty? Pour simplifier, il nous dit que si je parle d'une table verte, si là je vous parle d'une table verte, vous pouvez avoir une représentation de la table verte. Ça veut dire que la catégorie cognitive, qui répond à table et à verre, et qui est associée dans cette phrase-là, n'est pas branchée directement sur un objet du monde, puisque sinon, pour parler d'une table verte, il faudrait que j'ai la table verte en face de moi. Un seul exemple pour justifier cette argumentation. Quand on va au lycée et qu'on prend un cours de physique, on nous parle d'atomes, on nous parle de molécules chimiques, mais les lycéens qui sont en face du prof n'ont jamais vu cela, et pourtant on peut se le représenter. Et on peut en parler, sinon on serait incapable de faire les exercices qu'on nous donne. Donc ça fonctionne. Pareil, en philosophie, on nous parle de concepts, on nous parle de la liberté, on ne sait pas ce que c'est. Ça n'est pas un objet, la liberté. Et pourtant, on peut dire que certaines choses relèvent de la liberté et que certaines choses ne relèvent pas de la liberté. Certains actes sont pour la liberté, favorisent la liberté, et d'autres décisions entravent la liberté. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, on se rend compte que la représentation qu'on a d'un objet du monde peut être fixée sur un vrai objet. Donc on a une représentation qui est, on va dire, subjective générale, et qui peut être instanciée sur un vrai objet. Et cette instanciation, elle est l'œuvre d'un résultat entre une perception et puis un encodage cognitif qui donne à la perception un concept, et le concept donne du sens à l'objet qu'on a vu, et en même temps, l'objet que l'on a sous les yeux améliore la catégorie, le concept si on veut, puisqu'il renforce soit le prototype. Si on a vu 15 tables qui ont la même forme, la même taille, et qu'on voit une 16e table identique, alors on sait que c'est une table parce qu'on a le concept qui va bien, mais le concept qui va bien est renforcé parce que pour la 16e fois on a vu une table de la même taille, de la même forme. Si on a toujours vu des tables carrées et qu'on voit
un objet qui est carré, qui ressemble à une table, alors on sait que c'est une table. Et quand on demandera à quelqu'un de dire est-ce que vous pouvez dessiner une table, il fera une table carrée. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas, lorsqu'il voit une table ronde, que cet objet est une table. Mais pour lui, la table ronde est plutôt éloignée du prototype, et donc c'est pas forcément cette table-là que lui a en tête lorsque il pense au concept ou à la catégorie table. Donc on a bien là le lien entre le monde phénoménal, le monde tel que nous le percevons, la cognition et la structuration de la cognition en catégories à partir d'expériences de la vraie vie, de la réalité. L'expérience du monde phénoménal forge les catégories, et les catégories donnent à comprendre le monde phénoménal. Donc on ne peut pas dissocier le monde de l'humain, ça c'est pas nouveau, mais on ne peut pas non plus dissocier le corps qui nous permet de percevoir le monde et la cognition qui nous permet de comprendre le monde. Donc ça écarte en fait toutes les approches philosophiques précédentes, que ce soit Descartes ou Hegel. Il y a bien fusion du corps et de la cognition. Et c'est cela la cognition incarnée. La cognition incarnée repose sur l'idée fondamentale que nous avons des métaphores cognitives structurantes, c'est-à-dire des associations de catégories cognitives qui donnent du sens à notre monde. Et ces associations de catégories sont d'abord basées sur des catégories tout à fait abstraites mais fondamentales. Et les associations sont des liens automatiques, des routines cognitives qui ont structuré la mise en place d'une communauté d'individus. Autrement dit, les métaphores cognitives sont une grosse partie de ce que nous appelons la culture d'une communauté. J'ai repris là deux exemples que je trouve très parlants. Le premier est une métaphore fondamentale qui est up is good, down is bad, donc ce qui va vers le haut est positif, ce qui va vers le bas est négatif, et qui engendrait la métaphore cognitive secondaire happy is up, sad is bad, donc ce qui est joyeux va vers le haut, ce qui est triste va vers le bas. Représentation classique de cela, les smileys. On comprend les smileys parce qu'on a acquis ces métaphores cognitives. Sans les métaphores cognitives, on n'a pas ce stock de connaissances, on ne peut pas donner du sens au smiley. Une deuxième métaphore cognitive structurante pour nos sociétés occidentales est la métaphore time is money. Le temps, c'est de l'argent. Si on n'avait pas ce lien-là, si on n'avait pas ce lien entre temps et argent, on ne pourrait pas signer des contrats pour lesquels on dit bon bah tu travailles 35 heures et en échange de ce temps que tu m'as donné, je te donne tant d'argent parce que j'estime que ce temps, X temps égale X argent. Ça ne fonctionnerait pas. De la même manière qu'on ne pourrait pas avoir de manifestation par les syndicats qui disent que pour tant de temps tu me donnes tant d'argent, mais moi j'estime que ce temps-là que je te donne correspond à plus d'argent. Donc en fait là on a la confrontation entre deux actualisations d'une même structure cognitive, d'une même métaphore cognitive. Donc là aussi, lorsque l'on compare des langues, lorsque l'on compare des communautés les unes avec les autres, il faut bien avoir en tête que les différences formelles que l'on voit, que l'on peut expériencer, sont peut-être la résultante de structures cognitives différentes. Et qu'est-ce qui motive ces structures cognitives? Au-delà de la culture et du stock de connaissances sociales communs que l'on se transmet d'une génération à une autre, c'est peut-être bien, finalement, l'environnement dans lequel on vit.
Donc ce que ça veut dire pour nous, euh, lorsque l'on analyse la langue, il ne suffit pas d'être dans sa tour d'ivoire assis sur son fauteuil et penser la langue, mais il faut bien aller sur le terrain, enregistrer la langue telle qu'elle est exploitée, telle qu'elle est utilisée par des vrais individus, donc pas par des linguistes spécialistes de la langue ou des expériences mentales, non, par des individus dans la réalité telle qu'elle est. On encapsule euh, ces actes de langage, c'est pas forcément le bon terme, ces réalisations langagières. On fait en sorte que l'on analyse des réalisations langagières similaires, représentatives de la réalité. Et à partir de là, on stocke cela, on fait une deuxième étude plutôt sociologique, plutôt ethnographique, qui nous permet de comprendre le monde et l'environnement dans lequel ont été produits ces réalisations langagières. Et là, à ce moment-là, on peut donner du sens à la matérialité langagière, mais pas avant. Avant, on ne peut que travailler que sur des structures formelles, que sur du matériel. Si on souhaite remonter d'un cran vers le conceptuel et le cognitif, on a besoin de prendre en compte l'ensemble des paramètres qui peuvent motiver euh, qui peuvent motiver la production et la réception langagière. Donc voilà, là j'avais un petit peu anticipé. Lakoff et Johnson nous rappellent donc qu'on ne peut pas séparer l'esprit du corps, et ce que nous appelons esprit est incarné, donc, est incorporé, hein, si on prend une traduction un peu plus mauvaise. Donc que l'esprit, c'est-à-dire que la cognition structure notre façon de nous déplacer, de gérer l'ensemble de notre corps, mais que notre corps, parce qu'il a ses limites et parce qu'il a ses capteurs, etc., euh, module la cognition. Si on reprend encore un petit peu de hauteur et qu'on se redemande qu'est-ce qui est finalement prototypique dans la langue, euh, tout. Tout est prototypique, tout est basé sur des prototypes. Euh, Maintenant, si on essaie de se demander quels sont les prototypes de la langue, une seule façon de le savoir, c'est de réaliser des expériences ethnolinguistiques, enfin, on pose des questions à un grand groupe d'individus, et ce qui revient le plus souvent, la réponse la plus souvent proposée par ce groupe d'individus correspondra à la représentation prototypique de la catégorie. Donc évidemment, il faut faire très attention lorsque l'on fait l'expérience, mais si l'expérience est correctement réalisée, le prototype, donc ça va être des pourcentages, hein, c'est l'élément qui est le plus souvent rappelé par des individus. Et alors on parlera d'intersubjectivité partagée, ou autrement dit, si on veut prendre un raccourci, on parlera d'objectivité. Mais on voit bien que l'objectivité n'est pas à comprendre comme objectif, comme on l'a vu avec la sémantique IKEA, mais à remettre en contexte en ayant en tête l'ensemble des processus cognitifs qui motivent la construction des prototypes et des catégories. D'un point de vue maintenant un petit peu plus cognitif, on sait maintenant, depuis Langacker 87, depuis Lakoff 87, et puis ensuite, comme on va le voir, des travaux en sémantique pure, que le prototype émerge de l'exposition systématique à une valeur standard, à une convention, hein, à la fois par conventionnalisation, c'est-à-dire que à force d'entendre ces règles-là qui ont été structurées par des usages dans la communauté, donc le prototype émerge de cette exposition
par conventionnalisation, et on essaye en fait de respecter les règles sociales pour faire partie du groupe et pour que les autres individus du groupe nous reconnaissent comme étant membres du groupe. Et en même temps, on acquiert cela par expérience individuelle. Et c'est même l'inverse, c'est parce qu'on expériencie ça individuellement que l'on va générer la catégorie et le prototype, et puis le prototype et la catégorie vont être renforcés par la conventionnalisation de la connaissance. Autrement dit, les catégories, les prototypes sont des éléments sociaux, transmis le plus souvent par la structure langagière. Les prototypes et les catégories organisent les connaissances humaines, pondèrent les connaissances les unes par rapport aux autres. Lorsqu'on a dit qu'une table est carrée, on a un coefficient plus important sur le fait que la table est carrée, mais on sait aussi qu'il y a des tables rondes ou des tables en triangle, peu importe. Et ces éléments-là possèdent des coefficients moins élevés. On sait également que l'expérience du monde dispose d'un poids particulier dans notre façon de comprendre le monde. Une expérience avec de forts sentiments, par exemple un accident ou quelque chose comme cela, modifie profondément notre capacité à donner du sens au monde. Et c'est comme cela qu'émergent les traumatismes, en cas d'accident par exemple. Donc plus l'expérience est marquante, plus l'empreinte conceptuelle laissée est saillante, mais en même temps, plus l'expérience est saillante, plus les catégories et les éléments qui ont fait partie de cette expérience disposent d'un poids cognitif fort, et donc sont plus facilement mémorisables, et au-delà de ça, sont plus rapidement, plus systématiquement mobilisés lorsque l'on souhaite s'exprimer. Donc, on le voit bien, ça peut être intéressant d'un point de vue psychologique pour traiter des traumatismes liés à certaines expériences, et ça peut être exploité pour favoriser la mémorisation et l'apprentissage de certains éléments. Donc voilà pour ce premier chapitre de cette première partie. Donc on a vu ce qu'est une catégorie, on a compris comment est organisée la catégorie, on a vu que les catégories sont fondamentales dans l'organisation de la cognition humaine et des connaissances humaines. Et maintenant, on va devoir expliquer comment une catégorie, comment un concept est exploité par le système cognitif pour stocker des connaissances, et ensuite comment ces connaissances-là sont déployées lorsque nous parlons. Et maintenant, donc, autrement dit, on sait comment la cognition fonctionne, on sait quels éléments exploiter et observer pour comprendre l'organisation cognitive pour une expérience du monde ou un objet du monde. Et maintenant, il nous faut expliquer comment ces éléments-là que l'on a pu identifier sont mis en œuvre, exploités, et puis ensuite injectés dans l'expérience langagière. Ça, c'est notre objectif pour les chapitres 2 et 3 de cette première partie. Donc, trouver des outils théoriques et empiriques pour identifier, décrire et puis interpréter des récurrences langagières de phénomènes cognitifs. Donc on se retrouve dans la vidéo suivante pour poursuivre la discussion.